Je n'aurais jamais cru qu'un simple week-end dans la maison au bord du lac de mon ami se terminerait par le jour où j'ai tout perdu. Ou du moins, c'est ce que je pensais. En arrivant à la maison des Peupliers à Lunel, où j'avais mis toute mon âme pendant 40 ans, j'ai d'abord remarqué la pelouse, mes rosiers piétinés, mes pots de lys, de lavande entretenus depuis la mort de mon mari, gisaient brisés dans l'allée, et là, au milieu, mes vêtements, MS, albums, photos, même la vieille canne à pêche de mon mari, entassés comme une montagne de déchets. Je sortais de ma voiture, mes genoux tremblant si fort, je devais saisir la portière pour tenir debout. Je pensais, ce doit être une erreur. Il n'aurait pas fait ça. Mais alors, je voyais la note scotchée à la porte d'entrée comme une gifle. Désolé, maman, les parents de Camille emménagent. Il n'y a plus de place pour toi. J'espère que tu comprends. L'écriture de mon fils Julien n'était confiante, comme sur ces rédactions d'école que je corrigeais tard le soir. Les voisins se tenaient figés de l'autre côté de la rue. Madame Garnier serrait ses gants de jardinage contre sa poitrine. Les enfants Lefebvre regardaient, yeux écarquillés. Depuis leur porche, je sentais leur pitié, leur curiosité, comme des aiguilles sur ma peau. Je frappais à la porte, doucement d'abord, pas de réponse. Puis je cognais, mon cœur battant si fort, je pensais qu'il percerait mes côtes. Enfin, la porte s'ouvrait, juste un peu. Julien jetait un œil, l'expression froide, presque gênée, évitant mes yeux, changeant de pied, comme un adolescent coupable rentré après le couvre-feu. « Maman, c'est mieux ainsi », marmonnait-il. Derrière lui, Camille apparaissait, bras croisés, il ricanait, comme si j'étais un chien errant, mendiant des restes. « Toi sur ton temps, ici », disait-elle, sa voix assez tranchante pour couper la chair. « Nous avons besoin d'espace. Mes parents méritent du confort dans leur vieillesse. » Mes lèvres s'entr'ouvraient, mais aucun mot ne sortait. Je cherchais la dernière fois où j'avais demandé quelque chose, une faveur, un peu d'aide. Je ne trouvais rien. J'avais cuisiné pour eux, soigné leur fils Émile malade, renoncé à voyager pour garder mon petit-fils après l'école. Sans réfléchir, Julien tendait la main. Non pour me réconforter, mais pour fermer la porte. J'entendais le clic de la serrure, un son final, résonnant dans mon crâne. Je restais là dans la chaleur, la sueur coulant dans mon dos, mes mains tremblantes serrant la note, comme une bouée. Je ne pensais qu'à une chose, ils aimaient ma maison plus qu'ils ne m'avaient jamais aimé. Et juste comme ça, je savais que c'était fini. Pas vaincu, pas brisé, mais fini. Être seul valait mieux qu'être utilisé. Je prenais une profonde inspiration, essuyais les larmes prêtes à couler, ramassais ma vieille valise dans le tas. Un petit sac, c'était tout ce dont j'avais besoin. En m'éloignant, je sentais chaque regard du quartier me transpercer. Mais pour la première fois depuis des décennies, une calme dangereuse fleurissait dans ma poitrine. Je m'asseyais sur un banc vert fissuré au bord du parc des Saules, serrant ma valise comme le dernier morceau de sol solide de ma vie. Les oiseaux chantaient autour de moi, le soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les saules pleureurs. Le monde continuait, comme si rien n'était arrivé. Des enfants passaient en courant, un vieil homme jetait des miettes aux pigeons, un jeune couple se disputait doucement pour un café renversé. Et moi,
invisible. Je baissais les yeux sur mes mains tremblantes, encore tachées d'avoir ramassé mes albums photos, la canne à pêche de mon mari. Ses mains autrefois fortes, qui avaient planté chaque hortensia dans ce jardin, pétri le pain chaque dimanche matin. Pour que Julien se réveille avec l'odeur du foyer, je pensais au matin dans cette maison, le silence avant l'aube, quand je sortais au jardin avec une tasse de thé noir, la rosée mouillant mes chaussons. J'entendais presque les petits pieds d'Émile trottiner dans le couloir, sa voix ensommeillée. « Mamie, je peux arroser les roses aujourd'hui ?» Je leur avais tout donné. Renoncer au week-end avec mes amis, parce que Camille avait besoin de repos, sauter les croisières de retraite, car les affaires de Julien périclitaient, pensant que mes économies le maintiendraient à flot, manquer des anniversaires, des retrouvailles parce que quelqu'un avait besoin que je reste pour tout tenir. Et aujourd'hui, il n'ouvrait même pas la porte. Je sortais un mouchoir froissé de ma poche, tamponnais la sueur sur mon front. Prétendant que c'était juste de la sueur, une femme âgée passant me lançait un regard compatissant, mais ne s'arrêtait pas. Je ne lui en voulais pas. Qui veut s'impliquer dans l'humiliation d'un autre? Je ne savais pas combien de temps je restais sur ce banc, après que le soleil plongeait sous les arbres. Mes pensées semblaient faites de brouillard, flottantes, se heurtant. Mais dans cette brume, les choses devenaient claires. Je repassais chaque conversation avec Camille. Son ton doux, faux. Quand il y avait des invités, la manière dont elle m'appelait maman, assez fort pour être entendue. Mais à huis clos, c'était toujours « tu ne devrais pas le laisser manger tant de sucré » ou « ton style de décoration est si démodé ». On devrait moderniser, et les allusions « ah mon Dieu », elles étaient là depuis si longtemps. Les petits commentaires sur le downsizing quand Julien perdait un client, les plaisanteries au dîner sur le confort, si ses parents emménageaient un jour. Je me souvenais d'elle me regardant droit dans les yeux, disant « Tout ça est, quand cette maison sera enfin à nous, on transformera ton abri de jardin en spa pour invités. » À l'époque, je forçais un rire, pensant qu'elle parlait grand, comme toujours, « mais maintenant ». Ce souvenir était une lame glissant entre mes côtes. Et Julien, mon propre garçon, qui courait vers moi, après chaque écorchure, s'endormait sur mes genoux, son souffle chaud contre mon cou. Il s'éloignait depuis des années. N'est-ce pas? Quand Camille entrait dans sa vie, il venait moins pour des conseils, plus pour de l'argent. Chaque merci, maman devenait plus vide, une formalité cochée sur une liste. Je pensais aider, garder la famille unie. Mais sur ce banc, repassant ces moments, je réalisais qu'il planifiait cet exil lent depuis longtemps. Il ne voulait plus de moi. Il voulait la maison, ma maison, l'endroit où mon mari et moi fêtions chaque anniversaire en cuisant des steaks sur la terrasse, où Émile apprenait à faire du vélo, où j'avais planté mon premier rosier l'année de notre emménagement. Mes lèvres formaient un sourire amer. Quelle idiote j'avais été, croyant que la loyauté familiale suffirait à me protéger. Une douleur vive perçait ma poitrine. Mais c'était pas du chagrin, c'était autre chose. Plus dur, plus tranchant, une décision se cristallisant. Un lampadaire s'allumait près, éclairant les fines lignes de mes mains. J'avais gagné chaque ride, chaque cicatrice. J'avais été le pilier de cette famille pendant des décennies.
celle debout à minuit, quand Julien était malade, celle qui ne partait jamais, quoi qu'il arrive. Et voilà ma récompense. Je pliai soigneusement la photo d'Émile, la glissai dans mon sac, plus d'illusions, plus d'excuses pour eux. Je me levai lentement, mesreno protestante, mais peu importait, chaque pas loin de ce banc semblait plus léger. Je ne savais pas exactement ce que je ferais. Mais jag savais ça. Ils pensaient avoir gagné, m'avoir éliminé. Ils ignoraient que je commençais à peine le lendemain matin. Je me retrouvais au bistrot de la place à Lunel, un établissement rustique avec des chaises en osier, des nappes à carreaux bleus, une odeur de pain frais, de café au lait. Je m'asseyais dans un coin, main autour d'une tasse de thé ébréchée que je n'avais pas touchée. Je regardais par la fenêtre les gens pressés passant, chacun portant ses petits fardeaux, vivant dans son petit monde. C'est alors que j'entendais une voix inattendue. Hélène. Je me tournais lentement. Et la voilà, Colette, ma vieille amie du comité de quartier, tenant un sac de croissants, ses yeux écarquillés de choc, de pitié. « Mon Dieu, vas-tu bien ?» demandait-elle, se glissant dans la banquette sans attendre. J'ouvrais la bouche, mais aucun mot ne sortait. Colette serrait ma main. Cette petite gentillesse, ce contact chaleureux suffisait à fissurer la digue en moi un instant. Je la repoussai. Avant qu'elle ne déborde, « Ils t'ont mise dehors, n'est-ce pas ?» disait-elle, sa voix tombant en murmure. Je la fixai, stupéfaite. Elle se penchait, baissant encore la voix. Je n'allais rien dire, mais j'ai entendu Camille au marché. Elle disait à quelqu'un qu'il prévoyait de vendre la maison des Peupliers. Une fois que tu serais parti, je pensais qu'elle plaisantait. Qui fait ça à sa famille? Mais elle semblait si sûre, comme si elle avait déjà décidé de ton avenir. Là, mon estomac se nouait, une boule lourde, aigre, se formait dans ma poitrine. Colette secouait lentement la tête. Son visage mélancolaire, tristesse. Elle disait qu'ils utiliseraient l'argent pour payer les dettes de ses parents, vivre confortablement. Elle se vantait même de la facilité. Vu que tu étais si confiante, mes doigts serraient les bords de ma tasse. Mais jointures blankes sand. Colette serrait à nouveau ma main. Je voulais te le dire plus tôt, mais je ne savais pas comment. Je suis désolée. Je laissai échapper un long souffle tremblant. Le monde semblait basculer légèrement, comme si le sol n'était plus solide. Ils aimaient mon argent plus que moi, murmurai-je. Les mots au goût d'acide. En un instant, je voyais le visage de Julien, enfant, joues rondes, yeux brillants, serrant ma main fort. Quand il avait peur, je le voyais à sa remise de diplôme, m'enlaçant si fort. Je pensais que mes côtes craqueraient. Où était ce garçon? Je pressais ma main sur mon cœur, essayant de calmer la tempête en moi. Toute ma vie, je croyais que l'amour signifiait sacrifice, que si je donnais assez, il verrait ma valeur. Mais là, je réalisais que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Colette me regardait, les larmes aux yeux. Que vas-tu faire maintenant? Je relevai lentement le menton. Ma voix calme, certaine, comme venant d'un puits profond oublié. Je vais reprendre ma vie, disais-je. Je me levai, lissant les plis de ma jupe, une force étrange fleurissant dans mes côtes. Colette hochait lentement la tête, essuyant ses yeux. Il était temps.
Je faisais la longue marche vers le centre-ville, passant devant des boutiques déjà sombres, mes pieds douloureux, mes épaules brûlant de porter la valise. Mais chaque pas semblait avoir un but, comme si je m'enfonçais dans une partie cachée de moi, longtemps ignorée. En atteignant le quartier des Arts, je m'arrêtais devant un bâtiment en briques rouges. Entre une galerie, une petite fleuriste, l'enseigne au-dessus de la porte indiquait simplement « Atelier du Vieux Moulin ». Des années avant de tout abandonner pour la famille. Je travaillais comme assistante artistique dans un centre communautaire. La directrice admirait mon dévouement. M'aidant à sécuriser un petit studio via un programme de logement pour le personnel, je l'avais gardé, payant le loyer minimal chaque année, un refuge discret. J'avais presque oublié les clés, jusqu'à cette nuit où mes doigts les trouvaient au fond de mon sac. Je déverrouillais la porte, entrais, ça sentait la vieille peinture, les fleurs séchées, les fenêtres poussiéreuses, le mobilier clairsemé, un petit lit, une kitchenette, un vieux fauteuil, mais c'était un sanctuaire. Je posais ma valise, marchais vers la fenêtre étroite, jetant un œil sur l'allée en bas. Pour la première fois ce jour-là, j'expirais sans sentir mes poumons pleins d'éclats de verre. Je retirais mes chaussures, étirais mes pieds fatigués sur le sol frais. Dans la lumière tamisée, je m'autorisais à imaginer pas de voix criarde, pas d'exigence, pas de marche sur des œufs pour préserver l'ego fragile d'un autre. Je fermais les yeux, me souvenais de la voix de mon mari. Le silence ne signifie pas faiblesse. Hélène, souviens-t'en, c'est alors que le plan se formait. Pas une vengeance sauvage, pas un affrontement dramatique devant les voisins. Non, quelque chose de plus discret, plus intelligent. Je les laisserais penser qu'ils avaient gagné, croire que j'étais vaincue. Petite, pendant ce temps, je rassemblerai tout. Vieux registres fiscaux, actes de propriété, certificats de mariage, chaque papier prouvant que la maison des Peupliers était légalement mienne. Je sortais mon téléphone, faisais défiler jusqu'à un vieux contact. Victor, le meilleur ami de mon mari, avocat à la retraite. Je ne l'avais pas appelé depuis des années. Mon doigt planait sur le bouton d'appel. Ma poitrine serrée, puis je pressais. Sa voix groggy répondait à la seconde sonnerie. « Hélène, tout va bien ?» Un petit sourire calme se répandait sur mon visage. « Victor !» disais-je doucement, ma voix stable, pour la première fois. « Je vais avoir besoin de ton aide. Peux-tu me rencontrer demain ?» Il ne posait pas de questions. Disait simplement « D'accord ». Je me levais, m'étirais, sentant chaque articulation raide se relâcher lentement. Je marchais vers la kitchenette, remplissais la petite bouilloire, la posais sur le vieux poêle. Tandis qu'elle sifflait, je reposais mes mains sur le comptoir, fixant les carreaux ébréchés. La voix de mon mari résonnait à nouveau. Ces mots répétés lors de nos discussions nocturnes à la table de la cuisine: « Ne signe jamais ce qui est à toi, même à la famille. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. » À l'époque, je pensais qu'il dramatisait, que Julien ne me trahirait jamais, que la famille était plus forte que l'avidité. Mais tandis que la vapeur montait de la bouilloire ce matin, je comprenais chaque mot. Je pensais au jour où il m'avait convaincu de mettre l'acte de propriété en partie à son nom pour des avantages fiscaux, sécuriser l'avenir. Je me souvenais de son insistance douce, des promesses. Maintenant, chaque document légal semblait une corde qu'ils avaient essayé de passer autour de mon cou. Je prenais mon thé à la petite table,
sortait un carnet abîmé trouvé dans une vieille boîte, les pages jaunies, l'encre fanée, mais dedans, des notes de mon mari, rappels sur la propriété, dépenses, journaux d'entretien, contacts d'avocat. Je passais mes doigts sur son écriture. Chaque ligne comme une réassurance discrète. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sans pouvoir, ni autre. Je savais que les affronter ne serait pas facile. Il s'était convaincu que j'étais faible, que je me coucherais plutôt que de me battre, mais ils ignoraient ce que j'avais sacrifié pour cette maison, les emplois refusés, les amitiés perdues, les nuits blanches à m'inquiéter pour l'hypothèque. Quand mon mari tombait malade, ils ignoraient que cette maison était l'œuvre de ma vie. Une détermination calme, stable s'installait en moi, en feuilletant les pages, surlignant nom, numéros. Mes doigts ne tremblaient plus. J'arrivais tôt au bistrot de la place, mon vieux manteau marron boutonné, malgré l'air déjà chaud. C'était un endroit discret, caché derrière une librairie, le genre qu'on ne remarque pas, sauf si on sait chercher. À l'intérieur, l'odeur des grains de café torréfiés, de pain frais m'enveloppait. Comme une couverture, je choisissais une table près de la fenêtre, commandais un pot de thé au jasmin, et en attendant, je regardais les premiers acheteurs. Promeneur de chiens, Victor entrait, vêtu d'un blazer froissé, tenant sa vieille mallette en cuir. Il semblait plus vieux que dans mon souvenir, mais ses yeux toujours vifs, il me repérait, esquissait un sourire doux. « Hélène, disait-il, glissant sur la chaise en face, tu sembles différente, plus forte. » Je laissais échapper un petit rire, surprise de la vérité de ces mots. Peut être que je le suis, répondais-je. Nous restions quelques minutes, le silence épais, mais pas inconfortable, quand la serveuse apportait mon thé, son café, une part de tarte tatin. Je prenais une profonde inspiration, sortais ma pile de documents, il écoutait patiemment, tandis que j'expliquais tout, comment il m'avait jeté dehors. La note sur la porte, les piles de souvenirs de ma vie sur la pelouse. Son expression passait de la surprise à une fureur discrète. « Il pensait que tu ne te battrais pas », murmurait-il, tapotant un acte du doigt. « Mais ces documents, ils sont toujours à ton nom. Le titre principal, ils ne peuvent rien vendre sans ta signature. » Une chaleur fleurissait dans ma poitrine, pas vraiment du soulagement, mais une première lueur de vrai pouvoir. Victor continuait. Savoix basse, stable. Nous déposerons une injonction immédiate pour bloquer toute tentative de transfert. Ensuite, nous clarifierons ta pleine propriété. Le renverrons un avis légal. Tu seras de nouveau aux commandes. Je hochai lentement la tête, absorbant chaque mot, puis se penchait, ses yeux se plissant. Mais, Hélène, prépare-toi. Is von sich an. Quand ils réaliseront que tu ne disparais pas discrètement. Javalais, sentant le poids, mais au lieu de la peur, une résolution froide, stable grandissait dans mes tripes. Qu'ils viennent, disais-je. Ils ont déjà pris tout ce qu'ils pouvaient de moi. Il n'y a plus rien à briser. Nous parcourions chaque page ensemble, marquant les détails importants, tandis qu'ils griffonnaient des notes. Je voyais mon reflet dans la fenêtre. Je reconnaissais à peine la femme en face, toujours des rides, des mèches grises, mais derrière mes yeux, quelque chose d'inébranlable. Je pensais à la vie qu'ils avaient essayé de me prendre, les soirées à entretenir mes roses.
l'odeur du pain frais dans les couloirs, les échos de rire qui emplissaient ces pièces, il ne le méritait pas. Après avoir finalisé le plan des documents, Victor tapotait doucement ma main. « Tu fais ce qu'il faut, Hélène, disait-il. Il est temps qu'ils apprennent que tu n'es pas la femme qu'ils imaginaient. Je serai sa main, me sentant plus forte que jamais. En sortant du bistrot, dans le soleil matinal, je ressentais une soudaine montée d'énergie. Je ne survivais plus, je me battais. De retour à l'atelier du vieux moulin, cette nuit, pliant les documents en une pile soignée, mon téléphone vibrait. Le nom de Julien clignotait à l'écran. On est instant. Mon pouce planait sur le bouton « Répondre ». Une partie de moi voulait laisser sonner, s'accrocher au silence, retrouver. Mais je répondais « Maman », disait-il immédiatement, sa voix tendue, comme s'il forçait l'inquiétude. « Où est-ce? » On s'inquiétait. L'écran. Iris presque inquiète, après m'avoir jeté sur la pelouse, comme une chaise cassée. Il osait jouer le fils inquiet. « Je vais bien », disais-je, menton plate, ne lui donnant rien à saisir. Une pause à l'autre bout, je l'imaginais faisant les 100 pas, passant une main dans ses cheveux, comme quand il mentait. « Écoute », continuait-il, « je pense qu'on s'est tous un peu emportés. Les choses ont dégénéré. Peux-tu venir ? Juste pour parler. » Un goût aigre montait dans ma bouche. Je voulais voir ses yeux. Quand il réaliserait ce qu'il avait perdu, nous convenions de nous rencontrer à la pâtisserie des Roses, un salon de thé élégant à Lunel avec des vitrines remplies de macarons, des tables en fer forgées, sous une pergola fleurie. J'arrivais tôt, prenant une banquette près de la fenêtre. La serveuse posait une tasse de thé. Je regardais la vapeur s'enrouler, pensant à tous les repas cuisinés pour lui, les mains tenues quand il pleurait enfant. Quand il entrait, il semblait plus fatigué que jamais. Camille juste derrière, visage vif, alerte. Il glissait dans la banquette en face, comme deux acteurs montant sur scène. « Maman », commençait-il, tendant la main vers la mienne. Je la retirais, la croisant sur mes genoux. Ses yeux vacillaient. Nous voulions nous excuser. Disait-il vite. C'était un malentendu. Vraiment, on pensait que ce serait plus simple. SI. Plus simple pour qui coupais-je. Ma voix excalme, tranchant son script répété. Il avalait, jetant un regard à Camille. Elle prenait la parole. « Nous sommes très stressés. Tu le sais, » disait-elle, sa voix mielleuse. « Fine, mes parents n'ont nulle part où aller. Et on pensait, vu que tu es si indépendante, que ça ne te dérangerait pas de rester ailleurs un moment. » Je l'observais, ses mots choisis, glissant autour de la vérité, comme de l'huile sur l'eau. Elle sortait une épaisse enveloppe de son sac. « Ce sont les derniers documents de transfert de propriété, » disait-elle doucement. On pensait que c'est tout signise, maintenant, tout serait clair. Et on avancerait en famille. Je regardais l'enveloppe longtemps, mes mains brûlant de la déchirer. Je souriais faiblement, la repoussant doucement vers elle. « Je vais y réfléchir », disais-je, gardant ma voix égale. Elle forçait un rire, ses yeux durcissant au bord. « Bien sûr, on savait que tu serais raisonnable. » Julien me regardait enfin. Vraiment, un bref instant, je voyais une lueur. Peu,
être de la culpabilité ou la réalisation qu'il ne connaissait plus la femme en face. Je finissais monter lentement, me levant, avant qu'il ne dise plus « exhortant ». J'entendais Camille siffler. Que veut-elle dire par réfléchir? Elle devait signer aujourd'hui. Je poussais la porte du salon de thé, sortais dans l'air frais du soir, une montée de triomphe silencieux, m'envahissant, qu'il s'agitent, qu'il panique. Il pensait acheter mon silence avec une dernière signature, mais je n'étais plus à vendre. De retour à l'atelier du Vieux Moulin cette nuit, je posais les documents non signés sur la table, comme une pile de nourriture avariée. Je restais là longtemps, les fixant. Tout était là en noir et blanc. Jargon légal, ligne de signature, trahison en petits caractères. À cet instant, un calme profond, stable, s'installait en moi. Je sortais du brouillard, je marchais vers la cuisine, commençais à faire bouillir l'eau pour le thé. La petite bouilloire sifflait fort, mais je bougeais lentement, délibérément, mesurant chaque étape, comme un rituel. Je prenais une vieille boîte de feuilles de thé au jasmin, les laissais infuser, inhalant le parfum floral doux, en attendant. Je sortais un album photo sauvé de la pelouse ce jour-là. Je feuilletais chaque page soigneusement, m'arrêtant sur une photo de mon mari dans le jardin, tenant un panier de tomates fraîches, une autre d'Émile, avec un cierge magique, une nuit d'été. Yeux écarquillés de joie, ma main planait sur leur visage. Pour la première fois depuis ce jour terrible, je ne ressentais pas de douleur. Je me sentais ancré. Je comprenais, alors que je n'avais pas juste perdu une maison. J'avais perdu l'illusion de la famille. Il m'avait appris, brutalement, que l'amour sans respect n'est qu'une cage. Je sirotais mon thé, laissant la chaleur se répandre dans ma poitrine. Puis je prenais mon téléphone, composais. Ma voix ne tremblait pas. Victor, disais-je, ferme comme la pierre. Je veux revoir les papiers demain. Je suis prête à mettre la maison en vente à mes conditions. Une pause à l'autre bout. Avant qu'il ne réponde, sa voix teintée d'admiration prudente. « Tu es sourd ?»« Oui, répondais-je fermement. J'ai passé ma vie à boucher les trous pour des gens qui ne m'ont jamais remercié. C'est à moi. Il est temps que je décide comment l'histoire finit. Je raccrochais, posais le téléphone soigneusement, presque avec révérence, puis retournais à la table. Prenais des ciseaux, coupais à travers les documents de transfert non signés. Chaque coup semblait couper un lien invisible. En finissant, je balayais les morceaux dans la poubelle, essuyais mes mains sur un torchon, m'asseyais à nouveau. Je prenais une autre gorgée de thé, sentant une légère excitation dans mes doigts, dans cette petite cuisine silencieuse, entourée de carreaux fissurés, de stores poussiéreux. Je me sentais plus puissante que jamais dans cette grande maison, pleine de sols polis, de sourires mis en scène. Je regardais à nouveau l'album photo, tracer le bord du visage d'Émile. « Is me regretteront », murmurai-je dans la pièce sombre. « Mais is me regretteront », parce que j'ai enfin dit non. Je m'adossais à ma chaise, fermais les yeux, écoutais les sons de la ville nocturne, klaxons lointains, musique étouffée, le silence des étrangers vivant leur vie. Pour la première fois depuis des décennies, je ne me sentais ni mère, ni épouse, ni gardienne, juste Hélène. Le lendemain matin, je me levais,
Avant que le soleil ne touche les toits des immeubles par ma fenêtre, la vieille enveloppe manie contenant mes documents de propriété partait pour le bureau de Victor, au centre-ville. Il m'accueillait avec un sourire fatigué, mais sincère, m'introduisant. Avant que la vie ne s'éveille pleinement, nous étalions les papiers sur son grand bureau en chêne. Nos irons vite, disait-il, tapotant le coin du dossier. J'ai un ami agent immobilier de confiance qui peut lister discrètement jusqu'à ce que ce soit trop tard. Je hochais la tête, sentant chaque mot s'installer dans mes os. Il passait des appels immédiatement, tandis qu'il le faisait. Je m'asseyais dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre, regardant les navetteurs matinaux inonder les rues. Pendant tant d'années, je voyais ces foules comme séparées de moi, trop vieilles, trop invisibles pour y appartenir. Mais aujourd'hui, je me sentais plus vivante que tous. Quand Victor raccrochait, il me regardait par-dessus ses lunettes. « C'est fait », disait-il doucement. La maison est officiellement listée, sous une annonce privée pour l'instant, pour éviter de les alerter. Mais les offres viendront vite. Cette maison a une valeur au-delà de leur imagination superficielle. J'expirais, mes épaules tombant pour la première fois depuis des jours. « Merci », disais-je, ma voix s'accrochant un instant. Il secouait la tête. Yeux bienveillants, sérieux, ne me remercie pas encore. Il faut encore aller jusqu'au bout. Mais, Hélène, je suis fier de toi. Je pressais mes lèvres, sentant la chaleur monter à mes joues. Après avoir sécurisé les documents, je m'arrêtais dans une petite boutique de tissus. En rentrant, je n'avais pas touché mes fournitures de couture depuis des années. Mais quelque chose en moi réclamait le travail stable. Concentré, de retour à l'atelier, je sortais une vieille courte pointe commencée des décennies plus tôt. Je la dépliais sur la table, passais mes doigts sur les carrés fanés, commençais à coudre, l'aiguille entrant, sortant. Chaque point silencieux, décisif, comme les mouvements que je faisais dans ma vie maintenant. En fin d'après-midi, mon petit espace semblait vivant. Des fils s'éparpillaient sur la table. Une douce musique jouant sur une vieille radio poussiéreuse. Le léger parfum de jasmin flottant de ma tasse. Je savais qu'ils apprendraient bientôt ce que j'avais fait. Je savais qu'ils seraient furieux. Bruyants, pathétiques dans leur panique, mais dans cette pièce, entourée de tissus, il y était de ma respiration stable. Je me sentais intouchable. Je pensais, être seul n'est pas une punition. C'est un cadeau qu'ils m'ont offert. En me montrant qu'ils étaient vraiment... je finissais une autre couture, la lever à la lumière déclinante, laissait un sourire sincère fleurir sur mon visage. La semaine suivante passait lentement, mais pour la première fois depuis des années, je ne courais pas pour répondre aux besoins d'un autre. Chaque matin, je me levais avant le soleil, m'enveloppais dans mon vieux peignoir, préparais une théière, puis m'asseyais près de la fenêtre. Courte pointe sur les genoux, laissant mes mains bouger, tandis que mon esprit vagabondait. C'était comme recoudre des morceaux de moi. J'entrais à nouveau dans le bureau de Victor. Cette fois, les épaules droites, le menton plus haut que jamais. Il se levait à mon entrée, ses yeux scrutant mon visage, comme s'il me reconnaissait à peine. « Hélène », disait-il, un sourire surpris, se formant, « tu sembles plus légère ». Je souriais doucement, posant mon sac sur la chaise à côté.
C'est parce que j'ai enfin posé le poids. Disais-je, il hochait la tête, m'invitant à m'asseoir. Nous étalions le dernier lot de papier sur son grand bureau en bois. C'est, disait-il, tapotant le dossier. Ce sont les documents finaux de vente. Une fois signés, la maison sera officiellement vendue. L'argent te sera transféré directement. Je regardais les papiers un instant, passant mes doigts sur les bornettes. Une image flashait dans mon esprit. Émile courant pieds nus sur les carreaux de la cuisine, mon mari fredonnant, coupant des légumes, Julien riant dans le jardin enfant. Mais aussi vite que la chaleur venait, elle était remplacée par la piqûre de cette note sur la porte. Ne fais pas de scène. J'inspirais profondément, prenais le stylo, ma signature sortait lisse. Ma main stable. En finissant, je posais le stylo soigneusement. Une étrange montée d'énergie me traversait, comme si je sautais d'une falaise. Réalisant que je pouvais voler, Victor m'observait avec un respect silencieux. C'est officiel, disait-il. La maison n'est plus à eux pour la toucher ou la réclamer. Tu l'as fait, Hélène. Je hochais lentement la tête. Un petit sourire vacillant au coin de ma bouche. Je ne l'ai pas fait juste pour moi. Disais-je, m'en va se passer. Je l'ai fait pour chaque femme, à qui on a dit de se taire, de se sacrifier, de disparaître sans dire. Les yeux de Victor s'adoucissaient. Il posait sa main sur la mienne. Tu es libre maintenant, disait-il. Ces mots résonnaient dans mon esprit comme des cloches d'église. Une semaine après la signature des derniers papiers, un coup retentissait à leur porte. C'était un après-midi pluvieux. Une bruine froide, régulière, pénétrant les eaux. Même les plus courageux se hâtaient à l'intérieur. Mais ils n'avaient nulle part où se cacher. Un huissier se tenait sur le porche, flanqué de 2 officiers de police en uniforme. Dans sa main gantée, il tenait l'avis d'expulsion officielle. Julien ouvrait la porte en premier. De la rouée, je voyais son visage pâlir instantanément, sa bouche s'ouvrant, se fermant comme un poisson cherchant l'air. Camille apparaissait derrière, visage tordu de confusion, d'incrédulité. Monsieur et Madame Dubois, demandait l'huissier calmement, comme confirmant une réservation. Ils hochaient la tête, muettes, incapables de parler. L'huissier dépliait l'avis, lisait d'une voix claire, « Stable. Cette résidence a été légalement vendue. Vous êtes requis de quitter les lieux dans les 30 jours. Tout manquement entraînera une expulsion forcée par ordre du tribunal. » Camille laissait échapper un bruit étranglé, mi-cri, mi-étouffement, s'agrippant au chambranle, comme s'il pouvait la soutenir. Derrière eux, je voyais le salon, mon salon, les mêmes murs où j'accrochais le vieux chapeau de pêche de mon mari, la cheminée où j'apprenais à Émile à griller des marshmallows les soirs d'hiver. Je ne ressentais aucune tristesse, seulement une certitude silencieuse, résolue. Les voisins commençaient à se rassembler sous des parapluies, murmurantes, certains filmant avec leur téléphone. Je voyais Madame Garnier de l'autre côté de la rue. Yeux grands comme des assiettes, Julien retrouvait enfin sa voix. « Ce doit être une erreur, » bégaya-t-il. « Avon sainte, ma mère n'aurait jamais... » L'huissier lui tendait calmement une épaisse enveloppe. Tous les documents légaux sont inclus. Transfert de propriété, confirmation de vente, autorisation d'expulsion,
Vous pouvez les examiner avec votre avocat. Si vous laisse, ses mains tremblaient si fort, les papiers manquaient tomber dans une flaque à ses pieds. Je regardais depuis le coin de la rue, mon parapluie reposant légèrement sur mon épaule. La pluie traçant sur mon visage, mêlée d'une larme unique. Je ne l'essuyais pas par tristesse, mais parce que c'était un nettoyage final, la dernière goutte lavant des décennies de sacrifices devenus chaînes. Camille s'effondrait sur le perron, sanglotant ouvertement. Julien se tenait au-dessus, abasourdi, silencieux, serrant les papiers. Comme une bouée glissant de ses doigts, l'huissier se tournait, épinglait l'avis officiel à la porte, hochait la tête vers les officiers. Il restait vigilant, mais silencieux, appliquant la loi que j'avais mise en branle. Il restait un instant, respirant l'air humide. Lord, puis me tournait, m'éloignait, mais pas stable, ma colonne plus droite que jamais. Il pensait m'avoir enterré sous la honte, la culpabilité, mais je n'étais pas enterré. J'avais été planté. Et maintenant, je fleurissais pleinement. Le lendemain, je les invitais à me rencontrer à la pâtisserie des Roses, un salon de thé élégant à Lunel avec des vitrines remplies de macarons, des tables en fer forgé sous une pergola fleurie. J'arrivais en premier, choisissant une table au centre où tous les regards pourraient voir. Je portais mon meilleur manteau bleu marine, une broche de perles que je n'avais pas mise depuis l'enterrement de mon mari. Coin, entrayant, ils semblaient des fantômes. Les yeux de Julien enfoncés, scrutant frénétiquement, Camille serrant son sac de créateur. Comme une bouée sur un bateau qui coule, je faisais signe au siège en face, calme comme toujours. Il s'asseyait sans un mot, le silence autour, presque assourdissant. Même la serveuse s'arrêtait en plein service. Je sortais une fine enveloppe de mon sac, la glissais sur la table. Celle-ci, disais-je. Ma voix que je passais. Claire, ce sont les derniers documents légaux confirmant la vente de la maison. Elle ne vous appartient plus, vous n'avez aucun droit de contester. Julien saisissait l'enveloppe de main tremblante. Camille commençait à pleurer. De grosses larmes roulant sur ses lèvres frémissantes. Je les regardais. Sans ciller, je sortais un petit chèque de mon sac, le posais doucement sur les papiers. Ceci est une allocation de déménagement, disais-je doucement, un geste symbolique, assez pour une chambre de motel, quelques repas, jusqu'à ce que vous trouviez la suite. Oh. Camille laissait échapper un sanglot étranglé. Son macaraculant, enfouissant son visage dans ses mains. Julien me regardait. Vraiment, pour la première fois depuis des années, ses yeux sauvages, bordés de rouge, des chaspiriches. Maman, étouffait-il. S'il te plaît, nous ne voulions pas, nous pensions. Je levai la main. Non, vous avez fait vos choix. L'interrompais-je, ma voix ferme, inébranlable. Vous aimiez la maison plus que moi. Vous pensiez que j'étais trop faible pour me battre. Vous aviez tort. Le salon de thé était silencieux. Une jeune femme à la table voisine se figeait, sa tasse à mi-chemin de ses lèvres. Julien essayait de saisir ma main. Je la retirai calmement. Vous ne me regrettez que parce que j'ai dit non, disais-je, croisant son regard une dernière fois. Je finissais mon thé lentement, savourant chaque gorgée, tandis qu'ils restaient effondrés en face, leur monde s'écroulant à leurs pieds. En me levant pour partir,
Je posais quelques billets pour couvrir mon thé, sortais sans regarder en arrière. Derrière moi, j'entendais ses pleurs. Son « s'il te plaît » étouffé, les halètements des spectateurs. Mais je ne me retournais pas. The Horse. La ville semblait lumineuse, infinie. Mes poumons se remplissaient d'un air si vif. Ça faisait presque mal. J'avais coupé le dernier lien. J'étais libre. Je ne rentrais pas directement à l'atelier après le salon de thé. Je marchais dans Lunel, laissant le soleil réchauffer mon visage, passant devant des librairies, des étals de fleurs, des coins de rue animés. Mes pas semblaient légers, comme si je glissais au-dessus du trottoir. Enfin, j'atteignais le bureau de Victor. Il levait les yeux, surprise, en me voyant entrer. « Hélène », disait-il, se levant vite. « Tout va bien ?» Je hochai la tête, fermant la porte. « Je veux faire un dernier changement, » disais-je. Ma Volkstable m'est teintée de quelque chose de féroce. Final, je m'asseyais en face, sortais la grosse chemise contenant tous mes documents financiers. Je veux rediriger tout l'héritage, restant les revenus de la maison, disais-je, créer un fonds pour des programmes de soutien aux aînés, des refuges pour femmes en crise. Quelque chose qui aidera vraiment ceux qui en ont besoin, pas ceux qui me voient comme un portefeuille ambulant. Victor me fixait, stupéfait. Puis lentement, un sourire fier, presque paternel, se répandait sur son visage. « Tout sourd ?» demandait-il doucement. Je le regardais, vraiment. Il n'aimait que mon argent, disais-je. Maintenant, ils n'auront ni l'un ni l'autre. Victor se penchait, hochait la tête, commençant à rédiger les documents immédiatement. Nous passions l'heure suivante à examiner chaque détail. Chaque fois que je signais une page, je sentais une chaîne tomber de mon cœur. Quand la dernière signature était faite, Victor, exhalate, comme s'il avait retenu son souffle tout du long. C'est fait, disait-il. Ils recevront un avis formel ce soir. Je me levai, rassembler mon sac, me sentant plus légère que jamais. Merci, disais-je. Ma voix tremblait. Première fissure dans mon armure, mais c'était pas de la faiblesse. C'était du soulagement. Il hochait la tête. Yeux brillants. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Hélène, je quittais le bureau, le ciel virant alors, strié des premières teintes du coucher de soleil. Cette nuit, il recevait l'avis. Un coursier remettait l'enveloppe à leur chambre de motel temporaire. Des Dans, une lettre officielle indiquant que chaque centime qu'ils espéraient hériter avait été redirigé. Pas de filet de sécurité, pas d'atterrissage facile. Juste l'écho de leur propre choix, leur revenant. Je les imaginais déchirant les pages, yeux fous, leur voix montant dans la panique. Je voyais Julien jetant les papiers à travers la pièce, Camille s'effondrant au sol, sanglotant dans ses manches de créateur. Les appels commençaient cette nuit. Je regardais mon téléphone s'allumer, encore et encore sur le comptoir de la cuisine, chaque fois son nom clignotant. Je ne répondais pas. Puis venaient les messages desesperes, sapiens. Maman, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. On a fait des erreurs. Mais on est une famille. Je posais le téléphone, continuais à plier la courte pointe sur laquelle je travaillais, lissant les coins soigneusement. Le matin, ils étaient à ma porte. J'entendais les coups frénétiques résonner dans le couloir, les cris étouffés à travers les murs fins de l'atelier du vieux moulin. « Maman,
s'il te plaît, ouvre, on peut réparer ça. Tu ne peux pas nous laisser dehors comme des animaux. » Leur voix tremblait, non d'amour, mais de panique pure. La terreur de perdre le confort, de faire face à un monde qui ne plierait plus pour eux. Je restais dans la cuisine, respirant calmement. Et Nabougaï se passe. Ne regardez même pas la porte. Après un moment, les coups devenaient des supplications. La voix de Camille craquait, enfin, désespérée. « S'il te plaît, on fera n'importe quoi. On ne peut pas vivre ainsi. » Pense à Émile. Un rire aigu, amer manquait m'échapper, mais je le ravalais. Ils ne me regrettaient que parce que j'avais dit non. Finalement, leurs cris s'évanouissaient en sanglots épuisés. Puis silence. J'entendais leurs pas s'éloigner dans le couloir. Je les imaginais retournant à leur chambre de motel louée, tête basse, yeux fuyant chaque regard de voisin, car les voisins parlaient. Le mot s'était répandu après l'avis d'expulsion. Les mêmes voisins qui saluaient poliment depuis leurs allées murmuraient maintenant derrière les clôtures. J'entendais Madame Garnier au magasin du coin, sa voix aigre, incrédule, après tout ce qu'elle a fait pour eux. Ils l'ont jetée comme un vieux tapis, pensant s'en tirer. Un autre voisin secouait la tête, ajoutant « On ne traite pas les gens ainsi sans conséquence. » Lynch, l'ironie ne m'échappait pas. Toutes ces années à me rétrécir pour maintenir la paix, pliant pour éviter l'embarras, et maintenant mon silence était parti. Mon histoire résonnait dans chaque rue du quartier. Ils étaient seuls maintenant, vraiment seuls. Plus tard ce jour, je bloquais leurs numéros, supprimais les messages vocaux sans écouter, fermais chaque porte qu'ils pourraient essayer de rouvrir, chaque fenêtre qu'ils pourraient tenter d'entrouvrir, en m'asseyant avec ma tasse de thé, dépliant à nouveau ma courte pointe. Je sentais la dernière pièce se mettre en place en moi. Je ne les haïssais pas. Cela signifierait encore qu'ils occupaient une place dans mon cœur. Non, je ne ressentais rien. Un vide doux, propre, plus paisible que n'importe quel dîner familial faux. Sourire, force et de fête. Die Hose. Lunel continuait, indifférente, vivante, et pour la première fois, moi aussi, je passais les semaines suivantes à transformer mon petit atelier en quelque chose qui semblait enfin moi. Un après-midi, en arrosant un petit pot d'herbe sur le rebord de ma fenêtre, je regardais l'éclat de la ville, ne ressentant aucune douleur de perte pour cette grande maison de banlieue